Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Connaissez-vous la pédagogie Montessori ? Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous propose de la découvrir dans cet épisode avec Ludivine, la fondatrice et directrice de l'école Happy Kids Montessori à Genève. Attention, je vous préviens, c'est un véritable bon plan car Ludivine, en plus de nous expliquer en quoi consiste réellement la pédagogie Montessori, nous partage de bonnes astuces pour pouvoir l'utiliser au quotidien et la mettre en place facilement, que ce soit avec nos tout petits ou nos plus grands. Alors un tout grand merci à toi Ludivine pour cette présentation. Merci Ludivine de l'école Montessori Happy Kids. C'est une toute nouvelle école qui est au Grand Nancy à Genève. Merci à toi, c'est un plaisir de partager sur la pédagogie Montessori avec Parenthood. On va commencer directement. Tu pourrais présenter la pédagogie Montessori et son origine. Volontiers. Alors, la pédagogie Montessori, elle vient d'une personne, Maria Montessori, une femme italienne qui est née en 1870 dans une ville, un petit village à côté d'Ancône. Et cette femme était assez exceptionnelle. Déjà, elle a fait des études de médecine. Elle est devenue médecin et c'était une des premières femmes à l'époque. Donc, on est à la fin du 19e siècle. C'était une des premières femmes à devenir médecin en Italie. Donc, elle a eu un parcours de battante, on va dire, parce qu'elle a dû se battre contre les préjugés, contre le machisme ambiant, contre le fait qu'à l'époque, les femmes ne faisaient pas des études de médecine, c'était pas socialement accepté, donc elle avait déjà une forte personnalité. Et d'ailleurs, elle s'est battue toute sa vie, elle a défendu la cause féminine toute sa vie. Ça, c'est quelque chose qu'on sait assez peu, mais elle a participé à des mouvements féministes internationaux, donc au-delà de la cause des enfants, on va dire, évidemment, qui est connue. Elle a aussi s'est battue pour la cause des femmes, ce qui sont quand même deux sujets assez reliés. Et donc Maria Montessori est devenue médecin et elle s'est spécialisée en psychologie. Au début, elle a voulu s'intéresser aux enfants. Alors à l'époque, on appelait les enfants déficients, donc qui avaient un handicap. En gros, elle a fait ses premières armes, on va dire, en s'occupant d'enfants qui avaient des déficits intellectuels et qui à l'époque étaient souvent relégués dans des institutions où on leur faisait pas faire grand chose. En fait, on les gardait, mais il n'y avait pas beaucoup de stimulation, etc. Et elle s'est dit, elle avait quand même beaucoup étudié les grands penseurs et pédagogues de son temps. Certains étant suisses d'ailleurs. Elle a beaucoup observé au début et puis elle a développé du matériel pour ces enfants-là. Et elle s'est rendue compte qu'avec un environnement approprié, du matériel approprié, c'est-à-dire avec une approche très sensorielle où on touche beaucoup, on manipule avec ses mains, elle a réussi à leur faire apprendre des choses qui jusqu'à présent avaient jamais été faits avec ce type d'enfants. Et elle s'est dit, si j'arrive à de tels résultats avec ces enfants-là qui ont quand même un trouble fort, qu'est-ce que ça va donner avec des enfants, on va dire, neurotypiques. Et donc après, c'est en 1907 qu'elle a ouvert sa première école dans un quartier populaire de Rome, à San Lorenzo. C'était un quartier, très populaire avec des ouvriers. À l'époque, il n'y avait pas l'école encore publique. Il y avait des enfants qui traînaient dans les rues pendant que les parents allaient à l'usine. Et donc, elle a ouvert cette première école pour ces enfants-là, donc d'un milieu quand même social défavorisé. Et elle a appliqué sa pédagogie. Donc elle avait un peu testé à la base avec ses premiers enfants handicapés. Et elle a eu tout de suite des résultats incroyables avec une pédagogie qui était à l'époque assez révolutionnaire. Alors du coup, en quoi est-ce qu'elle consiste concrètement ? Maria Montessori, sa pédagogie, elle l'a fondée sur l'observation des enfants. Elle a vraiment passé beaucoup de temps à observer les enfants. Elle était en retrait, elle notait tout ce qu'elle voyait sur le comportement des enfants et elle en a tiré quelques grands principes qui après ont structuré son approche et qui l'ont amené à développer du matériel et à développer l'ensemble de sa pédagogie. Mais en gros, la pédagogie Montessori, elle part du principe que l'enfant, il a un élan naturel qui le porte vers son propre développement. C'est-à-dire que
Par exemple, un enfant, il apprend à marcher tout seul. On ne lui apprend pas vraiment à marcher. Il y a cet élan en lui qui fait qu'il apprend à marcher, de même qu'il apprend à parler. Au bout d'un moment, il va absorber des choses dans son environnement et puis il va apprendre à parler. Mais ce qu'on peut faire, c'est accompagner cet élan pour le faciliter et pour permettre à l'enfant d'aller toujours plus loin dans sa soif d'apprentissage. Et c'est vrai qu'on voit avec les petits-enfants, ils sont naturellement très curieux, naturellement très portés vers... Enfin, ils ont envie de découvrir le monde dans lequel ils sont. Et donc le rôle de l'adulte dans la pédagogie Montessori, c'est vraiment d'accompagner ce développement en suivant le rythme de l'enfant qui peut être différent d'un enfant à l'autre. Ils vont tous passer, enfin tous les enfants passent par les mêmes phases. Ils ont tous des phases où ils sont attirés par le langage, par ce qui est un petit peu plus mathématique, par le mouvement. Il y a un moment où ils ont tous envie, par exemple pour apprendre à marcher, il y a un moment l'enfant il n'a plus envie d'être allongé. Il va commencer à se mettre à quatre pattes et puis après, petit à petit, il va s'appuyer sur les tables basses, il va trouver tout ce qu'il peut pour essayer de se lever. Et ça, c'est pas nous qui lui apprenons, c'est vraiment un instinct vital qui est en lui et qui fait qu'il est poussé vers ce grand mouvement, enfin voilà, c'est le développement du mouvement. Et donc nous, en tant qu'éducateurs Montessori, on est là, et en tant que parents qui veut suivre la pédagogie Montessori, parce qu'il n'y a pas que les éducateurs qui peuvent le faire, on est là pour les accompagner. Et donc, ça passe par plusieurs choses. Déjà, l'observation. On est beaucoup dans l'observation de l'enfant pour savoir un peu où il en est dans son développement, qu'est-ce qui l'intéresse à l'instant T et comment, du coup, on va pouvoir lui apporter ce qui va le nourrir. Et puis, on est dans la préparation d'un environnement qui soit le plus propice à son épanouissement, à son développement et à ses apprentissages. Après, Maria Montessori a vu quelque chose maintenant qui est relativement commun, mais elle a vu des grandes périodes dans la vie d'un enfant. En gros, elle a identifié 4 grandes périodes. La première période va de 0 à 6 ans, c'est la petite enfance. C'est la phase où l'enfant, en fait, son travail, c'est de s'adapter à son environnement et de se construire soi-même. Donc, il va y avoir un changement immense. C'est une phase d'ailleurs très intense parce qu'entre le petit enfant qui vient de naître et l'enfant de 6 ans, il y a un monde. Il a tellement changé en tout, physiquement, intellectuellement, en termes de compétences. Au début, le bébé humain, il est pas fini, on va dire. Il sait rien faire. C'est pas comme un bébé animal. Je sais pas, un bébé éléphant, quand il naît, tout de suite il se lève et puis il suit sa maman. Et puis il sait déjà marcher, il sait déjà, il sait boire tout seul, il sait manger tout seul, sa mère lui montre un petit peu, mais un bébé humain, il sait vraiment rien faire. Donc la phase entre 0 et 6 ans, elle est capitale parce que c'est là où se mettent en place des apprentissages fondamentaux pour toute la vie. Après, on a la phase de 6 ans à 12 ans, qui est la phase de l'enfance, qui est une phase un peu de consolidation des acquis de la première phase, et où l'enfant, alors là, il va plus être dans le mode social, il va se développer, il va se faire des amis, il va s'ouvrir au monde, le monde va s'élargir pour lui, parce qu'entre 0 et 6 ans, surtout entre 3 et 6 ans, l'enfant, là, il va être en mode je découvre le monde dans lequel je suis, mais c'est le monde proche. C'est mon environnement, c'est ma maison, mon école, mon quartier, éventuellement ma ville, toute ma famille, mes amis, c'est tout ça qui se met en place. Après, de 6 ans à 12 ans, l'univers s'agrandit. Donc là, c'est là où on se poser des questions un peu plus métaphysiques sur l'univers, qu'est-ce qui se passe ailleurs, les autres planètes, qu'est-ce qui se passe après la vie. Et il y a beaucoup de pourquoi. L'enfant, il va être dans la phase des pourquoi, il veut comprendre comment marchent les choses, comment ça fonctionne. Ensuite, il y a la phase de l'adolescence, de 12 à 18 ans, qui est aussi une phase très très intense de changement. Lié à la puberté, il y a un changement physique majeur pour les garçons et pour les filles. Il y a aussi un changement de personnalité important, c'est là où on passe de la phase enfance à la phase adulte, donc il y a cette phase de transition. Donc c'est aussi une très grosse phase de changement et Maria Montessori a vraiment insisté sur le fait que dans la vie d'un enfant, il y a vraiment ces 2 phases très intenses, 0-6 et 12-18. C'est vraiment les 2 phases de très très gros changements. Et puis après, à partir de 18 jusqu'à, elle disait, 18-21 ans, il y a la phase d'adulte où on commence ses études supérieures. Et normalement, si toutes les phases d'avant se sont bien passées, on doit devenir un adulte responsable et ouvert sur le monde, altruiste, empathique. Quand toute son enfance est bien passée, qu'on a été bien accompagné, on doit devenir aussi un adulte pacifiste parce que un des principes aussi de la pédagogie Montessori, c'est un objectif de paix, de faire en sorte que les enfants
en grandissant avec une éducation adaptée, deviennent des gens qui sont en harmonie avec les autres, avec la nature. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif final de l'éducation, c'est de faire des enfants, des adultes heureux, équilibrés et qui sont bien avec les autres et avec la nature. Donc c'était un peu ça le grand objectif de Maria Montessori. Sacré objectif. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je pense qu'on a évoqué la plupart des grands principes de la Oui, pédagogie il y a Montessori. il y a des grands principes. Il y a aussi, donc j'ai parlé des phases de développement dans les autres grands principes, mais c'est surtout sur la phase 0,6 ou 3,6, Maria Montessori, par son observation, a identifié des périodes sensibles à travers lesquelles tous les enfants passent. Elles sont au nombre de 6. Et donc, par exemple, tous les enfants passent par une période sensible pour le langage, c'est-à-dire qu'ils sont très attirés par le langage. Ça commence dès l'enfance, puisque l'enfant, quelques semaines ou mois après sa naissance, il va commencer à regarder les lèvres de la maman ou de l'adulte qui est au-dessus de lui. Et il est attiré par tous les sons qui sont autour de lui. De fait, il va apprendre à parler les langues qui sont autour de lui, qui sont parlées dans son environnement proche, de manière assez naturelle, sans qu'on lui donne de leçons en lui disant ça c'est un adjectif, ça c'est un nom, et voilà comment on accorde. Il le fait vraiment de manière très naturelle, mais il a ce besoin, cet élan d'apprendre le langage qui est parlé autour de lui pour pouvoir après communiquer. Et puis ensuite, cette attirance pour le langage, elle continue jusqu'à l'âge de 6 ans par une attirance pour tout ce qui est l'écriture et la lecture, qui sont les phases qui suivent après l'apprentissage du langage oral. Et on le voit très bien avec les enfants de 3 ans qui sont très attirés par les lettres, qui ont envie d'apprendre, qui veulent apprendre aussi à lire. Ils adorent qu'on leur lise des livres, ça ils adorent la lecture, qu'on leur lise des histoires, mais ils ont aussi très rapidement envie de pouvoir le faire par eux-mêmes. Et nous on voit dans notre école la joie des enfants quand ils commencent à pouvoir déchiffrer leurs premiers mots, et sans qu'on leur dise... c'est bien, il faut que tu lises. C'est vraiment eux, enfin nous on les suit, on n'est pas là pour leur dire il faut que tu lises à la fin de l'année. On mentionne jamais un objectif quelconque, c'est eux qui ont cette envie naturelle de lire et nous on est là pour les accompagner, leur donner des outils pour aller là-dedans. Et donc voilà, ça c'était une des périodes sensibles importantes, mais il y en a 6, il y a la période sensible de l'ordre, qui fait que les enfants ont besoin d'ordre pour se structurer. Donc l'ordre, ça passe par exemple des routines aussi dans la journée. Les enfants, ils adorent qu'il y ait des routines, ça les rassure. Donc ils aiment bien savoir un peu comment va se passer la journée, savoir que le soir, on lit une histoire avant d'aller se coucher. Enfin, ça, ils en ont besoin, ça les structure, ça les rassure. Et puis l'ordre aussi physique, c'est pas forcément un ordre, il faut que tout soit rangé dans la maison, mais savoir où sont les choses, pour eux c'est quelque chose de très rassurant parce que ça rend leur environnement proche plus accessible et plus maîtrisable pour eux. S'ils savent un environnement qui est trop changeant pour un enfant, c'est une source d'angoisse immense. Et ça, c'est parce qu'ils ont ce besoin d'ordre pour se construire. Voilà. Et puis après, il y a la période sensible du mouvement aussi. Voilà, l'enfant, de sa naissance à 6 ans, c'est là qu'il va acquérir toute sa motricité, fine et globale. Et donc, tout le mouvement de la position allongée à la position debout, ou à la fin, à 6 ans, il sait courir, sauter, grimper. Voilà. Et tout ça, c'est lui qui le fait tout seul. On peut pas faire à sa place. Mais par contre, on peut lui donner des occasions de s'entraîner. Et donc, pour les bébés, par exemple, l'idée, c'est de pouvoir les laisser au maximum en motricité libre pour qu'ils puissent s'entraîner tout seuls. Déjà, à se retourner, la première étape, c'est de se retourner du dos sur le ventre. Ensuite, ils vont commencer à crapahuter, à se mettre à 4 pattes, et puis après à se lever. Et donc, si l'enfant est attaché dans un transat ou une chaise haute toute la journée, il ne pourra pas explorer tout ça et il ne pourra pas développer ce qui est naturellement en lui. Donc du coup, le fait de connaître ces périodes sensibles de l'enfance, c'est hyper important pour tous les adultes qui veulent accompagner les enfants dans leur développement, parce que en fonction de la période dans laquelle ils sont, on va détecter leurs envies et on va mieux les comprendre. Donc par exemple, cette période sensible de l'ordre, on va mieux comprendre pourquoi un enfant fait une crise, parce qu'il veut que ses chaussures soient rangées comme ça et pas d'une autre façon. C'est pas parce qu'il est capricieux, c'est parce qu'il en a besoin et que ça lui fait du bien.
et que c'est important pour son développement. Donc cette connaissance-là, elle est assez fondamentale pour tous les adultes Oui. Qui veulent accompagner les enfants. Oui, ça permet de mieux se comprendre et puis d'avoir une vraie communication dans les deux sens. Exactement. Et pour les parents aussi, de savoir, comme tu disais, que les enfants ne font pas forcément un caprice. Oui, et puis comment on peut répondre rapidement, enfin éviter une grosse crise. Ouais. Parce que si on s'entête à dire non, on s'en fiche que tes chaussures soient comme ça, l'enfant il se sent heurté dans son besoin profond et lui il va faire une énorme crise qu'on peut apparenter à une colère, un caprice. Mais en fait c'est pas ça, c'est qu'il en a besoin et il suffit de ranger la chose comme lui le veut. On ne cède pas à un caprice, on répond à un besoin, c'est très différent. Et donc le fait de connaître là ces périodes sensibles et de savoir où en est son enfant, ça aide au quotidien à apaiser beaucoup la relation et à proposer à l'enfant des choses qui lui font vraiment du bien et qui l'aident à grandir, quoi. Donc c'est assez essentiel et ça c'est un des grands apports de Maria Montessori, clairement. Du coup, ça permet donc à l'adulte d'avoir des clés sur la façon d'accompagner l'enfant. L'adulte, il est là vraiment pour observer l'enfant, pour comprendre dans quelle phase il est, et ensuite pouvoir l'accompagner. Oui, c'est ça. Enfin, le but, c'est vraiment de partir du besoin de l'enfant et de l'accompagner, de lui donner les choses dont il a besoin. Donc, par exemple, dans une école Montessori, on a des activités très variées qui répondent un peu à tous ces besoins-là. Notamment, par exemple, les activités de vie pratique. Sont des activités qui sont liées un peu à la vie de tous les jours, qui vont permettre à l'enfant d'avoir des activités qui ont du sens. Par exemple, ça va être nettoyer le linge, ou nettoyer la vaisselle, ou moudre du café avec un moulin à café, ou faire de la couture. Ça peut paraître comme ça un peu anodin, c'est un peu étonnant d'avoir ça dans une école, mais en fait c'est des activités essentielles parce que ça va permettre à l'enfant d'avoir une activité qui a du sens, parce qu'il voit ses parents faire ces activités-là, et donc c'est une activité qui fait partie de son environnement dans lequel il veut s'intégrer, donc encore une fois son besoin d'adaptation à son univers. Ça va lui permettre d'acquérir des compétences qui lui seront utiles pour plus tard, pour notamment son autonomie, parce que c'est quand même une des grandes clés de la pédagogie Montessori aussi, c'est de rendre les enfants autonomes. Un des grands principes, c'est de jamais faire à la place d'un enfant ce qu'il peut faire tout seul. Il faut laisser les enfants faire les choses tout seuls et n'intervenir que vraiment quand ils sont en difficulté, qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils demandent de l'aide évidemment, mais on ne fait pas à la place de l'enfant. Et donc ces activités, elles permettent tout ça, d'acquérir cette autonomie, et puis elles vont permettre de développer par exemple de la concentration, de la planification, de la motricité fine. Souvent par exemple quand on fait de la couture, ça demande vraiment un geste très affiné. Et puis à terme, c'est aussi des activités préparatoires pour tout ce qui est, par exemple, écriture, parce que ça va muscler la main de l'enfant et ça lui permettra de bien tenir son crayon après et donc de bien écrire. Donc voilà, toutes ces activités, elles sont vraiment appropriées et l'adulte, il est là dans une classe Montessori pour proposer à l'enfant l'activité qui va être adaptée à un besoin, à un moment T, quoi. C'est-à-dire qu'on voit comment l'enfant se comporte. Il y a des moments où ils ont besoin de faire beaucoup de vie pratique, d'autres moments où ils sont attirés par exemple par les chiffres, et puis on va leur montrer une partie du matériel de mathématiques qui est très sensoriel, qui va leur permettre d'assouvir leurs besoins de compter, de se nourrir de choses un peu plus mathématiques. On a aussi du sensoriel, donc des activités qui permettent de développer les sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Et donc l'adulte, il est là pour connecter l'enfant au matériel au bon moment. En fait, quand on sent qu'il est prêt et qu'il en a besoin, on le connecte. Après, la grande question que j'ai toujours, c'est « Ah, mais si l'enfant n'a pas envie de faire quelque chose ?» Alors, on va observer, ça arrive que des enfants n'osent pas, par exemple, sortir de leur zone de confort. Ils font des activités qu'ils connaissent par cœur, qu'ils font hyper bien, mais ils n'osent pas aller explorer le reste du matériel. Alors là, c'est à l'adulte de clairement prendre les devants et de dire aujourd'hui on va faire ça, je te montre ça et tu vas voir, c'est super. Donc il y a aussi quand même, c'est pas l'enfant qui choisit tout, il y a un moment où l'adulte peut aussi discerner certaines choses et prendre le lead, on va dire, et décider qu'à un moment l'enfant est prêt pour faire d'autres activités et que ça va aussi le nourrir et lui permettre d'aller à l'étape d'après, quoi. Et donc concrètement, en fait, la différence entre une école Montessori et une école peut-être plus axée sur l'éducation plus traditionnelle qu'on connaît ici, c'est vraiment cette place de l'adulte qui accompagne, et c'est aussi le fait que l'enfant, là, il est vraiment pas éduqué, mais en gros, il est accompagné pour devenir autonome, pour tout faire par lui-même.
Oui. On entend souvent cette phrase aussi de apprends-moi à faire par Tout seul. moi-même. Apprends-moi à faire tout seul. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, on est vraiment. Alors, il y a plusieurs différences. Dans une classe Montessori, les enfants, enfin, quand vous venez dans une classe, les enfants, ils font tous des activités différentes. Oui, il y en a certains qui peuvent faire des activités en petits groupes, mais voilà, il n'y a pas ce côté toute la classe fait la même chose en même temps avec l'adulte qui guide, enfin qui choisit, qui impose un peu l'activité du jour, de la matinée ou de l'heure. En fait, en Montessori, c'est très à la carte. À la fin de l'année, les enfants, ils ont fait tous les mêmes activités, mais ils ne l'ont pas fait dans le même ordre. Et donc, il y a cette grande liberté qui nous permet de pouvoir répondre aux besoins de chaque enfant. Et donc, il y a des enfants, ils vont passer, je sais pas, au début de l'année, ils vont être beaucoup sur une activité parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et on sent que ça leur fait du bien et qu'ils sont en train de développer aussi des compétences avec cette activité. Parce que dans une école Montessori, il n'y a pas que Enfin, toutes les activités ont un but pédagogique. C'est pas là pour juste les occuper ou pour... Enfin, voilà, c'est même des activités qui peuvent paraître très basiques. En fait, elles ont un objectif pédagogique et elles servent à développer une compétence. Donc un enfant qui va répéter pendant très longtemps une compétence, c'est parce une activité, c'est parce qu'il en a besoin. Il y a des enfants, par exemple, ils vont tous les jours nettoyer le linge. Et ça satisfait leurs besoins de mouvement. C'est des enfants qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de faire quelque chose qui mobilise leurs muscles, qui leur permet de faire des grands gestes ou d'être en contact avec l'eau. Enfin voilà, il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas non plus toujours quand on est un adulte. Hein. Mais donc voilà, il y a cette liberté-là de choix de l'enfant qui a le droit de choisir les activités qu'il veut dans la journée. Après, à nous, les adultes, de s'assurer qu'ils font tous des activités, qui ne restent pas cantonnés à un domaine et qu'ils explorent bien tous les univers qu'il y a dans une classe Montessori, parce qu'il y a 5 aires différentes. Il y a la vie pratique, le sensoriel, le langage, les mathématiques et la culture. Donc on a des aires, et puis il y a des activités qui sont proposées à tous les enfants. Et donc les enfants, ils ont le choix d'aller choisir durant la journée les activités qu'ils veulent, toutes celles qui leur ont été présentées, parce qu'en fonction de l'âge qu'ils ont, ils ne peuvent pas tout faire. Hein. Il y a des activités qui sont trop compliquées pour eux par rapport à l'âge qu'ils ont. Et toutes celles qui leur ont été présentées, ils ont le droit de les choisir et de les faire aussi longtemps qu'ils veulent et aussi souvent qu'ils veulent. Donc ça, c'est quand même une très grosse différence par rapport à une école traditionnelle où tout le monde fait la même chose en même temps. Et puis après, oui, la posture de l'adulte, elle est peut-être plus dans l'observation fine des enfants. On se donne le temps, enfin ça fait même partie des objectifs. Hein. Il y a pas mal d'écoles où les enseignants prennent le temps de s'asseoir dans la classe et de regarder comment se passent les choses, quoi. Et pas juste au niveau de est-ce qu'il sait faire telle ou telle chose, mais comment est-ce qu'il se comporte avec ses camarades, qu'est-ce qui se passe au niveau de son langage corporel, est-ce qu'on voit qu'il est crispé, enfin voilà, on passe beaucoup de temps à les observer pour voir comment ils sont en tant qu'être humain de manière globale, quoi, pas juste en tant qu'élève qui sait les lettres jusqu'à tel niveau, enfin voilà, ou qui sait tenir son crayon, ou voilà, on est vraiment dans une approche très globale. C'est ça, je pense, aussi une des différences. Après, dans les autres différences, il y a quand même aussi le groupe d'âge mélangé. Oui. Qui n'existe pas du tout dans le système traditionnel. Dans le système traditionnel, on a les classes par niveau d'âge. Et Maria Montessori, elle trouvait que le groupe d'âge mélangé, donc qui fait qu'on met par exemple des enfants entre 3 et 6 ans dans la même classe, c'était d'une richesse incroyable. Et c'est vrai, nous au quotidien, on le remarque. Hein. Il y a une complémentarité, des échanges. Et une petite vie en société, en fait, c'est ce qu'elle voulait aussi reproduire. C'est-à-dire qu'elle disait, mais dans la société, on ne vit pas qu'avec des gens qui ont notre âge, quoi. On vit avec des plus jeunes, avec des plus vieux. Donc pourquoi à l'école, on devrait parquer les enfants Et donc elle a créé ces groupes d'âge qui correspondent aux phases de développement dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils sont, les enfants entre 3 et 6 ans, ils sont ensemble parce qu'ils se ressemblent. Ils partagent des intérêts communs pour les mêmes choses. Ils sont dans cette phase de leur développement où ils s'adaptent à leur environnement. Et donc, ils ont besoin qu'on leur donne des clés pour mieux comprendre, pour enrichir leur vocabulaire, pour savoir décrire les choses qui sont autour d'eux. Ils ont besoin de développer leur sens pour apprendre à détecter les formes dans leur environnement, pour savoir donner toutes les couleurs. On travaille par exemple sur les nuances de couleurs, par exemple aussi pour leur donner des clés pour
être très précis dans la façon dont ils décrivent les choses. Entre 3 et 6 ans, ils sont dans cette phase-là et c'est pour ça qu'ils sont ensemble dans la même classe et ça fait des environnements hyper sympas avec des enfants qui s'entraident, avec les grands qui vont aider les plus petits qui vont observer les grands et qui vont apprendre un peu, qui vont avoir très envie de faire comme les grands, donc ça stimule beaucoup. Et puis un grand qui aide un petit, il perd pas du tout son temps. Ouais. Parce que parfois il y a des parents qui disent mais si c'est le plus grand il va un peu s'ennuyer. Je dis non, il va pas du tout s'ennuyer, déjà il a des copains du même âge dans la classe et ensuite en aidant les petits il va consolider vraiment tous ses apprentissages parce que quand on apprend à quelqu'un à faire quelque chose, ça veut dire qu'on maîtrise très bien cette chose-là, quoi. Quand on peut devenir professeur, c'est que voilà, on est bon et plus on enseigne aux autres et plus on maîtrise son sujet. Et puis après, ça donne aussi beaucoup confiance en soi, donc c'est quand même des choses importantes dans la vie. Ouais. Une journée en école Montessori, comment ça se passe alors quand les enfants arrivent à l'école ? Alors ils arrivent, comme dans une école classique, ils se déshabillent dans le petit vestiaire. On essaie de pas trop les aider pour qu'ils fassent tout seuls. On leur montre, au début on passe quand même pas mal de temps, quand les nouveaux arrivent, les plus petits de la classe arrivent, on passe beaucoup de temps à leur montrer comment on se déshabille tout seul, comment on s'habille tout seul. On prend le temps qu'il faut, mais voilà, on essaye. Et puis, par exemple, il y a des détails, mais s'ils mettent les chaussures à l'envers, c'est pas très grave. Du moment qu'ils les mettent tout seuls, c'est ça qui compte. Et puis, peut-être que dans la journée, ils les remettront, les chaussons, ils les remettront dans le bon sens si ça les gêne. Mais voilà, on va pas les corriger si c'est pas nécessaire. Donc, ils s'habillent et puis ensuite, ils rentrent dans la classe. Et là, chacun, en fonction de son besoin et de ses envies, va choisir une activité. Une activité qui lui a été présentée, donc il y a plein d'activités dans la classe et puis il va rentrer petit à petit dans la matinée. La matinée elle dure, on a des temps de travail de 2h30 ininterrompus le matin. C'est des phases qui peuvent paraître longues, mais qui finalement, comme en fait les enfants, ils ont la capacité de bouger comme ils veulent dans la classe, ils peuvent changer d'activité, ils peuvent alterner des phases où ils travaillent tout seuls et des phases où ils travaillent en petits groupes, puis ils vont avoir des présentations par des adultes qui vont leur montrer aussi des nouvelles choses un peu tous les jours, ou qui vont les aider à faire une activité qu'ils n'arrivent pas bien à faire, qui leur a été déjà présentée, mais où ils ont un peu des difficultés, donc on peut refaire des présentations aussi à des enfants. Donc finalement, la matinée, elle passe très vite. Et puis, cette matinée aussi un peu longue, ça permet aux enfants de se lancer dans des activités qui demandent du temps. Par exemple, un enfant qui fait de la lessive, il peut laver pendant 1 heure sans voir le temps passer parce qu'il est vraiment absorbé dans son activité. C'est une activité qui est un peu compliquée parce qu'il fait tout. Nous, on ne va pas chercher l'eau à sa place. C'est lui qui va chercher l'eau dans un pichet au robinet, qui le verse dans la bassine. Après, il faut qu'il... avec le savon, qui savonne tout, ensuite qui rince, qui les sort, qu'il aille étendre le linge. Enfin, c'est des activités. C'est énorme pour un enfant de 3 ans. Pour un enfant de 3 ans, c'est un gros travail de planification, de concentration, de motricité aussi, parce que des fois ils se mouillent, ils s'en mettent un peu partout. Après, il faut essuyer quand on l'a mis par terre, ce qui n'est pas du tout un problème, parce qu'en Montessori, l'erreur est vraiment fait partie aussi est au cœur de la pédagogie. On a le droit de se tromper, c'est même en se trompant qu'on apprend. Donc on apprend aux enfants à réparer. On a versé de l'eau, c'est pas une bêtise d'ailleurs, on n'appelle pas ça du tout une bêtise. On dit t'as versé de l'eau et puis on va chercher un petit linge pour essuyer par terre et voilà. Il n'y a aucun jugement de l'adulte, ça fait même partie de l'apprentissage. Donc il y a des activités comme celle-ci ou en mathématiques, pour les plus grands, on a des activités qui durent très longtemps. Et donc, c'est aussi pour ça, c'est pour leur laisser le temps de se mettre dans une activité qui va leur demander du temps et ça les aide aussi à se concentrer. C'est des compétences essentielles pour les apprentissages futurs. La concentration, c'est peut-être... moi, je suis à fond sur la concentration. Je trouve que c'est quelque chose qu'on est en train de perdre tous collectivement. Ouais. Dans notre société, à cause de la rapidité de la société dans laquelle on vit, des écrans et tout, on n'est plus capable de se concentrer. Or, sans concentration, on fait pas grand-chose en fait. On se rend compte que la concentration, c'est quand même assez important pour toute tâche un petit peu intellectuellement ou même manuellement exigeante. Et donc, la concentration, c'est comme la mémoire, ça se muscle, ça s'entraîne. Et donc, dès tout petit, il faut leur apprendre à se concentrer, à être dans l'activité, à arriver à inhiber toutes les sources de distraction extérieure pour rester focus sur ce qu'on fait. Et donc, ces 2h30, elles aident en plus de tout ce qu'on fait comme activité dans la classe qui participent
à ce travail de concentration. Donc il y a quand même pas mal de différences par rapport à une classe classique, même si à la fin, l'objectif c'est d'arriver à la même chose en termes de compétences académiques. Le but c'est vraiment que les enfants ils apprennent qu'à 6 ans ils sachent lire, écrire, compter. On respecte toutes les écoles Montessori en Suisse suivent le plan d'études roman et donc on est inspecté régulièrement pour s'assurer qu'après les enfants ils puissent avoir la liberté de choisir d'ailleurs ce qu'ils veulent faire après. C'est souvent les parents qui décident, mais voilà, des enfants qui sont allés en école Montessori en 3-6 ans, après ils peuvent continuer en école Montessori, parce que ça continue, ou retourner dans le système classique, que ce soit le système public, le système privé, des écoles internationales, ça ouvre les portes de tout, puisque à la fin, les enfants, ils ont acquis les mêmes compétences, voire souvent un peu plus quand même, parce que comme on répond aux besoins de l'enfant, on se rend compte que les enfants, ils ont envie, par exemple, d'apprendre à lire bien plus tôt qu'à 6 ans. La date des 6 ans dans le système traditionnel, elle a été édictée, je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, parce qu'il fallait, comme tous les enfants doivent le faire en même temps, il fallait fixer un âge, on va dire, mais en fait, un enfant qui n'a pas de trouble d'apprentissage, il peut apprendre à lire bien avant. Il a envie d'apprendre à lire bien avant. Donc, du coup, dans les écoles Montessori, les enfants, ils savent lire souvent vers 4-5 ans. Donc, quand ils arrivent dans les classes après, ils sont tout à fait équipés, outillés pour suivre largement le reste du programme, quoi. Justement, ça, c'était une autre de mes questions. Ouais. C'était par rapport au passage dans une école plus traditionnelle, dans le système public, justement. Alors, si ça se passe vers 6 ans, c'est peut-être encore différent de si ça se passe plus tard, parce qu'il y a la possibilité de continuer en école Montessori, en tout cas jusqu'à 12 ans au moins. Au-delà, je ne sais pas si on a vraiment des structures qui accueillent les enfants. Il y en a beaucoup moins, malheureusement. Ouais. Alors, après, c'est aussi parce que Maria Montessori avait peut-être moins défini, enfin, elle avait élaboré un modèle d'école, c'est l'école à la ferme pour les adolescents, donc elle avait imaginé un concept où les enfants vivraient en internat, en gros. Donc, ne rentreraient pas à la maison tous les soirs, mais vivraient dans l'école, ensemble, en communauté, parce que ça répond à leurs besoins d'adolescents de vivre avec des pairs. C'est vrai qu'on voit les ados, ils adorent être avec leurs copains. Enfin, c'est un âge où la famille est beaucoup moins importante et puis les copains sont très importants. Donc, pour répondre à ce besoin, elle avait imaginé des collèges... ou des cycles à la ferme où les enfants auraient un projet de vie collectif, s'occuperaient d'une ferme avec donc le potager, les animaux pour aussi les rendre encore plus autonomes et puis ils continueraient évidemment à apprendre tout ce qui est plus académique. Mais voilà, donc c'est un projet qui était à la fois très ambitieux, qui correspond peut-être moins aux sociétés dans lesquelles on vit. Et donc, il y en a beaucoup moins. Mais il y en a quelques-uns quand même en France, aux États-Unis. Il y en a quelques-uns. Et puis, il y a des écoles Montessori qui quand même accompagnent les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans sans aller jusqu'à ce modèle-là. C'est-à-dire qu'ils continuent les apprentissages traditionnels en mode Montessori, sans avoir d'internat, sans avoir de ferme. Mais voilà, ils poursuivent. Okay. Mais donc oui, les enfants, après l'âge de 6 ans, qui veulent retourner dans le système traditionnel, ils sont tout à fait adaptés. Je pense qu'ils ont un petit moment d'adaptation à faire les premières semaines, parce que effectivement, on va leur demander de rester assis, alors qu'en Montessori, ils ont le droit de bouger. Ils ont le droit d'aller aux toilettes quand ils veulent, ils n'ont pas besoin de demander est-ce que je peux aller aux toilettes. Donc c'est des petites choses comme ça, mais ils ont une telle confiance en eux et puis ils sont très adaptables. Enfin, c'est des enfants qui ont par exemple une relation à l'adulte aussi beaucoup plus harmonieuse, je trouve, parce que l'adulte n'est pas là pour les juger, donc ils ont confiance dans les adultes, donc ils ont une relation plus apaisée, je trouve, avec les adultes. Donc à l'âge de 6 ans, ça se fait sans aucun problème. Voilà. Et puis on peut, en fonction des écoles, on peut les préparer aussi en leur disant l'année prochaine tu vas aller dans une école un peu différente. On commence à leur faire plus de travaux écrits sur des fiches et tout ça, pour qu'ils aient l'habitude de faire beaucoup de travail écrit, puisqu'il y a beaucoup moins de manipulation dans le système classique en Montessori. Donc voilà, on peut les entraîner, entre guillemets, à s'adapter plus facilement, et puis en leur expliquant, ils sont capables de voir que voilà, il faut changer et que ça sera un petit peu différent. Et puis à 12 ans, qui est aussi le deuxième moment où on peut basculer,
Bon, c'est pareil, c'est un peu... c'est peut-être un peu plus difficile à ce moment-là parce que c'est l'entrée dans l'adolescence. Donc il y a beaucoup de choses qui se vivent en même temps dans la vie de l'enfant. Mais encore une fois, moi je suis persuadée qu'en préparant bien les enfants, c'est le rôle aussi de l'école Montessori. Il faut suivre ses élèves et savoir quel est leur projet après. Et on n'est pas là pour les enfermer dans un système en disant bah voilà, tu es obligé de faire du Montessori jusqu'à la fin. Chaque parent et chaque famille est libre de choisir. L'idée, c'est de leur donner un maximum de choses pendant le temps où ils sont dans nos écoles. Et ensuite, ils s'adapteront au prochain système sans problème. Hein. Voilà. Oui. Tu as parlé d'adultes qui étaient jugeants. Du coup, je me demandais, d'adultes qui pouvaient émettre un jugement sur l'enfant, sur son développement ou son comportement. Je me demandais s'il y avait un système de notation dans la pédagogie Montessori par rapport à, un peu comme on le connaît dans le système traditionnel. Non, il n'y a pas de notation Montessori. Mais non, il n'y a pas de notation. Le fait que les enfants soient aussi en groupe d'âge mélangé, il n'y a pas de comparaison et de compétition. Comme chacun fait ses activités, les activités qu'il choisit, il n'y a pas de toi tu as fait plus vite que l'autre ou tu as mieux fait que l'autre. Ou, voilà. On va évidemment corriger les enfants dans le sens s'ils ont fait une erreur, notamment par exemple les plus grands qui commencent à faire des additions ou des soustractions et tout ça. On va leur dire est-ce que tu es sûr que c'est le bon résultat? Est-ce que tu voudrais qu'on le refasse ensemble pour vérifier? Et puis en vérifiant, on va voir qu'il y avait une erreur, mais on va pas dire ah t'as faux et avec un gros stylo rouge et tu vas le refaire. Non, voilà, on accompagne ça. Alors c'est pas que comme je disais, c'est pas qu'on évite l'erreur. Au contraire, l'erreur on la banalise entre guillemets. On se dit mais ça fait partie des étapes indispensables pour apprendre et on rend pas ça en catastrophe. C'est pas une catastrophe d'avoir fait une erreur, on stigmatise pas les enfants, tout le monde fait des erreurs. Les trois quarts du temps, en fait, les enfants, ils sont quand même hyper volontaires. En fait, quand l'enfant a envie de faire une activité, que c'est lui qui l'a choisi, il est hyper volontaire pour aller jusqu'au bout. Ouais. De temps en temps, il a besoin d'aide, mais ça, on lui apprend à venir demander de l'aide et tout, et donc on est là pour l'accompagner. Mais voilà, c'est rare que les enfants veuillent mal faire volontairement et se tromper. C'est juste qu'ils n'ont pas compris et donc on est là pour les aider à y arriver jusqu'au bout de manière correcte, voilà, mais sans stigmatiser l'erreur et sans en faire oui, mais c'est si important de valoriser l'erreur justement et puis de leur apprendre que l'échec ça fait partie de la vie et puis que voilà, plutôt que de le stigmatiser, d'en avoir peur, de vouloir l'éviter à tout prix et puis au final de se créer des manques de confiance, du traumatisme. Bah oui, non mais on le voit après quand on est adulte, on s'en rend compte quoi. On a tous fait des erreurs dans notre vie. Et puis on a peur de se tromper. C'est ça. C'est ça. Les gens qui ont peur de se tromper, ça les paralyse. Hein. On va beaucoup moins loin quand on a peur de se tromper parce qu'on va éviter de se mettre en danger, d'aller dans des zones où on se dit non mais ça je risque de pas y arriver et puis on bouge pas quoi. Donc là en dédramatisant l'erreur, en l'intégrant dans le processus d'apprentissage, ça ouvre les portes de l'infini quoi. On peut aller où on veut à partir du moment où on sait qu'on a... Le plus important, je pense, c'est d'avoir confiance en soi, pas de manière exagérée, c'est-à-dire pas se dire mais je suis le plus fort et tout, non, juste une vraie confiance en soi saine qui fait qu'on sait où on en est, on sait qu'on est capable de le faire parce qu'on l'a déjà fait, on sait aussi qu'on peut compter sur les autres. Ça, je pense que c'est aussi une grande force qu'on peut donner aux enfants. C'est de se dire que il y a des choses qu'on ne sait pas faire tout seul et donc on peut aller demander soit à un copain, soit on peut aller demander à un adulte qui va nous aider. Parce que dans la vie on fait jamais les choses tout seul de toute façon donc ça aussi c'est un des grands principes un peu de base qu'on inculque avec la pédagogie Montessori quoi. C'est que on peut y arriver soit tout seul soit avec les autres voilà. Et du coup là on a beaucoup parlé donc du système de la pédagogie Montessori qui est plus présente du coup en école privée. C'est rare de trouver, ou je ne sais pas si dans le système un peu public, dans le système public, on s'est un peu inspiré quand même de la méthode Montessori ou pas tant. Je pense qu'en Suisse, je pense qu'il doit y avoir certainement des instituteurs, institutrices qui s'en inspirent. Parce que ça fait quand même partie des grands mouvements qui sont revenus sur le devant de la scène là, ces 10 ou 15 dernières années, parce qu'il y a aussi eu des travaux en neurosciences qui ont permis de valider
les découvertes de Maria Montessori et puis tous les principes de sa pédagogie. On se rend compte que, il y a beaucoup de choses qui sont complètement validées aujourd'hui scientifiquement. Donc ça a remis cette pédagogie sur le devant de la scène et je pense que ça nourrit malgré tout beaucoup d'enseignants, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Et je sais qu'en France, il y a beaucoup d'enseignants du public qui s'en inspirent et qui l'intègrent dans leur classe de manière plus ou moins officielle et plus ou moins soutenue par leur hiérarchie. Parce qu'ils se rendent compte que, que c'est mieux, que la relation aussi aux élèves change, que ça fait des classes beaucoup plus apaisées, parce que les enfants ont cette liberté de choisir et donc se sentent un peu respectés aussi dans leur développement. Après, oui, c'est pas encore adopté de manière naturelle, on va dire, ou massive par le système traditionnel. C'est vrai que ça demande un changement assez copernicien, quoi. C'est un vrai gros changement, quoi. C'est compliqué de faire un peu du Montessori. Parce que, on va dire, c'est pas parce qu'on a un petit peu de matériel dans la classe qu'on fait du Montessori, en fait. Souvent, il y a un peu cette croyance qu'on va acheter une tour rose et des barres numériques et puis on va faire du Montessori. Non, ça ne se résume pas à ça, malheureusement ou heureusement. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus riche que ça. Donc, soit on se forme vraiment et puis on l'intègre dans sa pratique au quotidien et puis voilà, on fait ce dont on a parlé tout à l'heure, tout ce qui est de l'observation, la posture de l'adulte qui n'intervient pas systématiquement, qui laisse l'enfant faire. Mais ça demande vraiment un gros changement de positionnement de l'adulte qui est compliqué à faire avec un système qui fonctionne différemment, quoi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de faire du Montessori dans un système traditionnel. En revanche, aux États-Unis, par exemple, il y a des écoles publiques Montessori. C'est pas privé, c'est-à-dire que ça fait partie des écoles qu'on peut de quartier. Ouais, non, mais il y a plein de pays où la pédagogie Montessori est beaucoup plus développée et répandue de manière assez naturelle. Il y a aussi en Inde, en fait, c'est aussi lié à l'histoire de Maria Montessori parce que moi, je m'en étais arrêtée au fait qu'elle avait ouvert sa première école en 1907 à San Lorenzo, mais en fait après, elle a eu un tel succès. Les résultats ont été tellement fulgurants avec ses enfants de milieux populaires qui ont commencé à lire, à écrire, dont le comportement a changé, c'est-à-dire qu'ils sont devenus beaucoup plus calmes, sereins, et à savoir faire des choses, à se concentrer. Bref, donc il y a des gens du monde entier qui sont venus la voir. Il y a même Mussolini qui a essayé de récupérer Maria Montessori pour en faire. Ah ouais. Elle a refusé évidemment, donc après elle a dû quitter l'Italie. Et donc, au moment où ça a explosé un petit peu, elle a commencé à voyager et elle est allée notamment aux États-Unis où elle a été accueillie par les sommités de l'époque. Donc, il y avait Edison, Bell qui lui ont fait rencontrer toute l'intelligentsia américaine. Et de cette époque-là vient le fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, la pédagogie Montessori est très reconnue. Bon, on cite toujours les grands patrons là, qui sont passés, des gens de la Silicon Valley, par exemple. Il y a Jeff Bezos qui a été en Montessori. Je trouve que c'est un peu... Bon, ok, c'est très bien, fine. Mais bon, c'est très bien pour nous parce que ça fait de la pub pour Montessori. Et d'ailleurs, Jeff Bezos a lancé la création d'écoles Montessori dans le cadre de sa fondation, parce qu'il a beaucoup d'argent, ce monsieur. Et donc, dans son programme philanthropique, il a ouvert des écoles Montessori pour les enfants de milieux très défavorisés aux États-Unis. Donc, gratuit. Tellement il a aimé cette pédagogie et tellement il est convaincu que c'est un facteur clé de sa réussite actuelle. Donc, mais tout ça pour dire qu'aux États-Unis, il y en a plein. Après, Maria Montessori, elle a aussi passé quelques années, un peu malgré elle, en Inde. Elle était partie faire un voyage d'études en Inde et puis en fait, elle n'a pas pu rentrer parce que la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Et donc, du coup, elle est restée avec son fils Mario pendant plusieurs années. Et du coup, elle a eu le temps de former beaucoup d'éducateurs. Parce qu'en Montessori, on parle d'éducateurs. En gros, des enseignants Montessori. Et c'est quelque chose qui a perduré. Et du coup, aujourd'hui, en Inde, il y a plein d'écoles Montessori partout. Donc, c'est marrant de voir aussi à l'échelle de la planète que c'est c'est une pédagogie qui est plus ou moins représentée ou connue ou normalisée, on va dire. Oui, c'est vrai qu'ici en Suisse, les premières fois où j'ai vu des personnes qui avaient inscrit leurs enfants en école Montessori, c'était plutôt les expatriés. Donc je me demandais s'il y avait justement une culture il y en a dans le monde entier. Il y en a dans le monde entier des écoles Montessori et je pense que dans les pays anglo-saxons, c'est très normal. C'est pas un choix par défaut. Parce que pendant longtemps, en tout cas
certains pays européens, la France, la Suisse, les gens pensaient que Montessori c'était pour les enfants qui avaient un peu des difficultés, qui étaient atypiques, enfin voilà, c'était pour les enfants à problème. Donc typiquement, ils détestent l'autorité, il faut le mettre en Montessori. Non, en fait, c'est pas du tout ça. On n'est pas des écoles que pour les enfants qui ont des gros troubles du comportement. Alors on peut les accueillir comme les autres écoles, volontiers, et on a certainement des outils pour les aider justement à gérer leurs émotions, à se canaliser et tout ça, mais c'est pas une pédagogie particulièrement pour les enfants avec des problèmes. C'est une pédagogie pour tous les enfants, qu'ils aient des problèmes ou pas, et voilà, donc, et ça dans les autres pays, je pense que c'est mieux connu, enfin, c'est-à-dire que les gens font un choix positif de la pédagogie Montessori parce qu'ils se rendent compte que ça a des énormes avantages pour le développement de l'enfance. Et puis, quand on a lu Maria Montessori, le regard sur l'enfance change vraiment et on se rend compte à quel point ces années de 0 à 6 ans et donc à l'école de 3 à 6 ans sont essentielles. Elle disait que c'était tellement important qu'il valait mieux mettre les profs les plus aguerris et les plus forts en 3-6 ans plutôt qu'à l'université. Elle disait à l'université, on s'en fiche un peu, les gens, enfin les étudiants sont déjà construits, enfin, leur personnalité est là, on a besoin de personnes qui connaissent leur matière, mais pas des pédagogues. Enfin, il n'y a plus besoin de savoir comment tu fais passer ton message. Il faut surtout être un sachant. Par contre, en 3-6 ans, elle disait c'est là qu'il faut mettre les gens les plus intelligents et qui sont les plus fins psychologues pour justement voir tout le potentiel qu'il y a dans chaque enfant et comment on va permettre de le révéler. Et c'est vrai que ça rend cette tâche-là très noble et très belle. Enfin, voilà, moi je suis très contente de faire ce métier parce que j'ai l'impression de servir beaucoup au quotidien et je vois les résultats chez mes élèves, je vois leur épanouissement et c'est un superbe cadeau, quoi. Bon, en tant que parent, on le voit aussi, hein, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant aussi avec la pédagogie Montessori aujourd'hui, c'est que très souvent, à tort, elle est quand même beaucoup rapprochée soit de la discipline positive, mais alors à l'extrême, parce qu'il y a quand même toujours cette incompréhension, en fait, cette idée de laxisme, alors que ça n'a absolument rien à voir, ni l'une ni l'autre. On la décrit aussi parfois comme une éducation, je cite entre guillemets, de hippie, ou alors un petit peu privilégiée pour les familles qui auraient peut-être plus de moyens. Est-ce que tu sais d'où viennent un peu tous ces clichés qu'on a en tête sur la pédagogie Montessori ? Ouais, alors non, je sais pas quelle est l'origine. Hein. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est pas la réalité. La pédagogie Montessori est pas une pédagogie qui prône le laxisme, où les enfants sont rois et ont le droit de tout faire. C'est même un peu le contraire et ça part juste de la réalité qui est que comme les enfants ont quand même beaucoup de liberté dans la classe, c'est-à-dire qu'ils ont la liberté de choisir leur activité, la liberté de se mouvoir dans la classe comme ils veulent, de se lever, tout ça, ils ont la liberté aussi de parler, d'échanger avec les adultes entre eux. Si les enfants ne respectaient pas des règles et n'étaient pas un petit peu calme et discipliné, mais ça serait l'anarchie totale et en fait on pourrait juste rien faire. Donc ces libertés-là, en fait, elles entraînent de facto un besoin de grande discipline et ça c'est souvent mal connu parce qu'on met souvent en avant juste le côté liberté, mais on oublie toutes les règles qui vont avec. Et que les enfants en Montessori intègrent progressivement. On travaille beaucoup dessus. Alors, Maria Montessori, elle avait théorisé ça. Elle appelle ça les grâces et courtoisies. Donc, tous les jours, dans une classe Montessori, on passe du temps à enseigner les règles de vivre ensemble et les règles de discipline de la vie en communauté par des petites scénettes. On va mettre en scène, on va montrer. Donc, on va faire aujourd'hui, on va apprendre... comment on s'adresse à un adulte dans la classe et les deux enseignantes par exemple de la classe vont montrer comment on va chercher l'adulte. Alors il y a différentes stratégies après dans chaque classe à la sienne, mais chez nous c'est vrai qu'on demande à l'enfant de venir poser la main sur notre jambe ou sur notre épaule si on est occupé avec quelqu'un sans nous parler, sans crier à travers la classe le nom de l'enseignante pour que l'enseignante vienne. Et ensuite, c'est des petites scénettes que les enfants vont pouvoir rejouer régulièrement. Enfin voilà, c'est pas en une seule fois qu'ils intègrent la règle, mais on la répète plusieurs fois. On va leur apprendre aussi comment on marche dans la classe. On court pas, on marche, parce que sinon on se rentre dedans et comme tout le monde
peut se mouvoir, enfin après à la fin ça devient juste pas possible à gérer. De même que quand on marche dans la classe, on va éviter tous les tapis sur lesquels les camarades travaillent. On leur apprend comment on peut observer un copain qui travaille sans le déranger, puisque la concentration c'est très important et donc on ne va pas déranger le copain, mais en même temps on a le droit de regarder ce qu'il fait voilà, parce que c'est intéressant, parce qu'on peut apprendre aussi de cette manière-là. Donc il y a plein de choses qui sont enseignées tous les jours. Ça fait vraiment partie de l'enseignement, ces règles de vivre ensemble. Et puis après, il y a des interdits. Dans une classe Montessori, on n'a pas le droit de taper ses copains. C'est pas autorisé. Alors on va reprendre l'enfant de manière non violente et tout ça, mais c'est un vrai non sérieux. Enfin là, ils comprennent. Justement, comme on passe pas notre vie à leur dire non, quand il y a des non, et ils sont encore plus réceptifs, quoi. Parce qu'ils comprennent que là, c'est pas possible. Là, c'est un non ferme et définitif et c'est non transigeable. Et donc, il y a des noms pour la violence, il y a des noms pour si on ne respecte pas le matériel, si on jette les choses à travers la classe, ça, c'est juste pas possible non plus. S'il n'y a pas de respect pour les autres, que ce soit verbal ou physique, ça, c'est non. Voilà, donc un enfant Montessori, enfin, dans une classe Montessori, il apprend très rapidement qu'il y a des règles de vivre ensemble. Et donc, ça fait des enfants après qui sont très vivants, très joyeux, mais qui ont intégré plein de règles en société. Et ce n'est pas des tornades des enfants rois, quoi. Au contraire, ils ont compris que pour vivre ensemble, il fallait qu'on respecte des règles. Et que, voilà, nous aussi, par exemple, on déjeune avec eux à table. Et ben, il y a certaines règles de savoir-vivre à table. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne va pas cracher dans son assiette. Enfin, je ne sais pas, j'imagine des trucs qu'ils n'ont même pas fait. Mais bon, voilà. Mais on leur apprend comment se comporter à table et ils le vivent très bien. Enfin, on aborde aussi toujours la chose de manière positive. On va toujours montrer ce qu'il faut faire. On ne va pas montrer ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'évidemment, les enfants, ils retiennent ce qu'il ne faut pas faire souvent. Donc, on le fait de manière positive. On montre comment on fait. Et si l'enfant a une attitude un peu différente, on va évidemment le reprendre et lui montrer comment il faut faire. Donc, voilà. Donc, on est constamment en train de travailler là-dessus. Ça ne fait pas partie des choses optionnelles. C'est intégré et c'est même Maria Montessori qui l'a nommé les grâces et courtoisies et ça fait partie de l'enseignement au quotidien au même titre que le langage, les mathématiques, etc. Et puis dans le cas où il y aurait toujours un non-respect des règles, comment est-ce que ça se passe au niveau de l'explication? Enfin, il n'y a pas forcément un système de punition, de sanction comme on l'entend. Ouais, non, il n'y a pas de sanction, mais on se permet, enfin, chacun, je pense que dans les écoles, il y a différentes façons de faire. Nous, c'est vrai que si un enfant vraiment alors, il peut y avoir des moments de colère ou de choses comme ça, on va l'aider l'enfant à se calmer. Souvent en mettant un adulte avec lui pour discuter avec lui et puis comprendre pourquoi il a fait pourquoi il a tapé son copain. Enfin, voilà, des fois, il peut y avoir des bagarres, des choses comme ça. Donc, on va essayer de faire que les deux belligérants se parlent, qu'on mette des mots sur l'attitude et puis qu'on fasse calmer l'énervement et la colère. Après, s'il y a un enfant, ça arrive de temps en temps, il y a des enfants, il y a des jours comme ça où ils sont particulièrement dans l'opposition, on va dire. Ça arrive, ça fait vraiment partie du développement et ils n'ont pas de troubles particuliers, mais juste ils testent les limites aussi. Dans ces cas-là, on se permet de les mettre sur une chaise, un peu en dehors du groupe, pas dans une pièce à part, mais éloigné du groupe, pour lui signifier que c'est pas possible dans le groupe d'être comme ça. Donc physiquement, il est assis sur la chaise, il nous voit, on le voit, mais il est à part. C'est une sorte de petit time-out, mais voilà, pas non plus enfermé dans une pièce à double tour dans le noir, par exemple. Donc là, c'est pour lui montrer que non, ça, c'est pas possible. Et souvent, ils comprennent. Enfin, quand ils sont sur la chaise, ils savent que c'est qu'ils ont dépassé les limites, quoi. Et on est là aussi pour leur poser des limites. Les limites, ça rassure les enfants, ils en ont besoin. Je sais plus qui disait que c'est un peu les limites éducatives, c'est un peu comme quand on est sur un pont et s'il n'y a pas de parapet, quoi. Enfin, on a peur de tomber. Oui. En éducation, c'est pareil. Il y a un moment où c'est comme la sécurité, un enfant qui lâche la main dans la rue et qui se met à courir. Enfin, il y a des trucs qu'on peut pas accepter, même si on adore son enfant, c'est juste pas possible. Les attitudes comme ça, il faut savoir très rapidement dire non. Et l'enfant, il comprend très bien, il n'est pas traumatisé. Voilà, et ça fait partie de l'éducation et de l'amour qu'on doit lui apporter aussi, quoi. Oui, pour lui rendre aussi service. Ouais. D'accord. Merci pour ces explications. J'avais aussi une dernière question, en fait, par rapport aux parents qui aimeraient justement
bénéficient en fait de la pédagogie Montessori chez eux. Comment ça se passe pour pouvoir l'intégrer? Parce qu'on voit énormément de matériel. Maintenant, on voit beaucoup de matériel un petit peu partout sous l'appellation Montessori. Ouais, c'est devenu un vrai business, ouais. Ouais. Et oui, alors non, mais je pense qu'il y a, oui, c'est un peu une dérive, je dirais, moi, du mouvement Montessori. Malheureusement, c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, il y a toujours un peu des gens pour tirer de l'argent et pour faire du business. Non, mais l'attitude, enfin, la pédagogie Montessori, elle est certes basée sur le matériel, mais elle va bien au-delà. Elle commence dès la naissance, en fait. Dès la naissance, Maria Montessori, bon, faut replacer, elle est née à la fin du 19e siècle, donc elle a développé sa théorie plutôt au 20e siècle, où l'éducation des enfants était vraiment très différente de celle d'aujourd'hui. Hein. Les enfants, en tout cas dans les milieux bourgeois, ils étaient gardés par une nounou, les parents s'en occupaient pas, ils étaient dans un lit à barreaux hyper tard, on les laissait, parce que soi-disant il fallait qu'ils se reposent et que leur cerveau ne soit pas en surchauffe, hein. On les laissait souvent tout seuls. Dans leur lit, ils participaient pas du tout à la vie de famille. Enfin, il y avait le monde des enfants et puis le monde des adultes, et les deux étaient assez imperméables. Les enfants mangeaient pas avec les parents. Enfin, bon, bref, c'était tout un autre univers dans les milieux bourgeois. Et donc, elle a tout de suite dit que il fallait intégrer au maximum les enfants à la vie de famille. C'est comme ça qu'ils apprennent, en fait. Ils sont dotés, ça j'en ai pas parlé, mais ça fait partie des principes majeurs de la pédagogie Montessori. Entre 0 et 6 ans, l'enfant il est doté d'un esprit absorbant. C'est-à-dire qu'il absorbe tout ce que son environnement va lui apporter, va lui donner. Le bien et le mal, hein. Donc tout, de manière indiscriminée, et il le fait de manière inconsciente. C'est-à-dire c'est pas un acte conscient de sa part, mais c'est comme ça qu'il apprend. C'est comme ça qu'il apprend à parler. C'est parce qu'il entend les langues autour de lui, il les absorbe, et puis son cerveau les intègre, et puis il va finir par parler. Et donc de même, un enfant qui va être stimulé sensoriellement dès sa naissance, qu'on va amener en promenade à l'extérieur, à qui on va faire découvrir ce que c'est que le vent, le soleil sur la peau, les feuilles des arbres, on va lui faire marcher avec ses petits pieds dans l'herbe. Enfin voilà, tout ça, ça va stimuler tous ses sens, et puis ça va lui donner, oui, il va apprendre, il va être réveillé, quoi. C'est un enfant qui va être réveillé, un enfant qu'on va laisser à la maison, dans son lit ou dans un parc toute la journée, pire qu'on met devant un écran très tôt. Et il n'aura pas du tout non, la même stimulation, le même éveil, le même intérêt pour les choses. Donc oui, dès tout petit, en fait, si on veut un peu appliquer les principes de la pédagogie Montessori, il faut donner des opportunités très naturelles à son enfant de s'éveiller, donc le prendre avec soi, lui parler, lui faire rencontrer des gens pour qu'il voit qu'il y a des gens en dehors de la famille qui existent, d'autres types de voix, d'autres personnes, des accents, etc. Il faut le prendre et le sortir dans la nature, lui montrer plein de choses, hein, les lumières, les couleurs, toutes les formes, etc. Et puis quand il est petit aussi, le laisser libre de ses mouvements, pas forcément l'enfermer dans un parc ou un transat toute la journée, mais lui laisser la capacité de se retourner, de se mettre à quatre pattes, de tester sa force, de muscler sa nuque pour pouvoir justement lever la tête, puis après de pouvoir se mettre assis. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'il peut faire s'il n'est pas entravé, quoi. Donc la liberté de mouvement dès tout petit, c'est aussi très important. Et après, quand ils sont un peu plus grands, alors, on peut acheter un petit peu de matériel Montessori pour se faire plaisir, mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut déjà faire à la maison. Toutes les activités de vie pratique, c'est des choses qui existent à la maison. Hein. Par exemple, dans les choses dans lesquelles on peut investir pour les petits, je trouve que la tour d'apprentissage Montessori est un bel investissement, parce que ça leur permet de participer à la vie quotidienne dans la cuisine, en étant sécurisés, parce que ils sont entourés par quelque chose. C'est pas juste un tabouret dont ils peuvent tomber si on n'est pas à côté. Puis en plus, il y a cette liberté où ils peuvent la pousser, puis eux, ils montent dedans, donc ils sont quand même libres de choisir où ils veulent aller. Et donc, leur faire couper des fruits et des légumes avec vous, les associer aux activités, leur faire presser des oranges ou des citrons pour faire du jus, leur faire nettoyer la table, balayer, enfin voilà, toutes ces activités un peu du quotidien. Par exemple, vous pouvez les associer pour trier le linge, ça fait une activité de tri, c'est hyper intéressant pour eux, pour leur petit cerveau, de savoir qui va avec quoi. Après, quand ils sont plus grands, ils peuvent vous aider à plier le linge, plier les serviettes, mettre ensemble des chaussettes, enfin voilà, tout ça, c'est... Ouais, exactement, vider un lave-vaisselle. Et puis, toutes ces activités, il faut les faire, évidemment, en parlant, quoi. Donc, ça enrichit leur vocabulaire. Des enfants qui font la cuisine avec vous, ils vont connaître rapidement le nom des légumes, le nom des ustensiles de cuisine. Et puis,
Pour eux, après, toute cette richesse de vocabulaire, elle sert à une chose, c'est qu'après, eux, ils savent s'exprimer, ils savent nommer les choses de manière précise et donc se faire comprendre. Et ça, c'est quand même aussi hyper important pour leur confiance en eux, pour leur autonomie. Ils savent dire ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils veulent. Un enfant qui sait pas parler, c'est un enfant souvent qui est colérique parce qu'il se fait pas comprendre. Alors qu'un enfant qui sait parler, qui sait bien s'exprimer, il est beaucoup plus apaisé parce que les autres le comprennent, il sait dire ce qu'il veut. Alors un enfant qui fait en pointant du doigt mais qu'on comprend pas, au bout d'un moment il en a marre et il se met à pleurer ou il fait une colère. Donc voilà, toutes ces activités de la vie de tous les jours, c'est les plus belles activités qu'on puisse faire avec son enfant petit. Et puis après, plus il grandit, oui, le nourrir intellectuellement, les livres, c'est important pour qu'il découvre le monde dans lequel il vit. Enfin voilà, après il n'y a pas de recettes miracles. Et puis après, si on veut vraiment que son enfant bénéficie d'une éducation Montessori, après, il faut choisir de le mettre dans une école Montessori parce que, mine de rien, les enseignants Montessori, ils sont formés. Ils savent manipuler tout le matériel, qui est un matériel magnifique, mais un peu complexe. Enfin, avec une seule activité, on peut faire souvent 5-6 déclinaisons qui permettent d'apprendre différentes choses. Donc voilà, quand on est parent, on ne se forme pas comme ça rapidement à la pédagogie Montessori. Et puis après, de toute façon, il y a aussi un moment où l'enfant il a besoin d'aller à l'école et c'est bien que ce soit Enfin, moi, je trouve que même s'il y a des parents qui font l'enseignement à la maison, et c'est un choix que je respecte tout à fait, mais je crois quand même qu'il y a une richesse à avoir un tiers qui puisse accompagner l'enfant. Ça ne veut pas dire que le parent, il éduque plus, parce qu'on est toujours en coéducation. Le parent, il a un rôle évidemment fondamental, mais le fait d'avoir des professionnels de l'enfance qui ont ce regard aussi un peu moins affectif avec l'enfant, enfin affectif dans le sens où c'est pas leur enfant, donc ils ont un regard, on projette souvent beaucoup de choses dans son enfant, soit en positif, soit en négatif. Des fois, on avait des attentes et on peut pas s'empêcher d'être déçu parce il est pas exactement comme on voulait, ou il réussissait pas exactement comme on veut, ou alors il fonctionne pas exactement comme nous on fonctionne, donc on a du mal à le comprendre. Un professionnel de l'éducation, lui, il a un rapport beaucoup plus neutre et bienveillant, et il va prendre l'enfant et puis il va l'accompagner dans son chemin, jusqu'à ce qu'il parte dans une autre structure. Donc c'est aussi très intéressant. Oui, je trouve extrêmement positif aussi de savoir qu'en tant que parent, on a tous les éléments à notre portée. Ah ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que les enfants sont hyper preneurs des activités. Bien sûr. Mais ils ont besoin de faire partie de notre groupe social, en fait. Ouais. Et la première cellule sociale dans laquelle ils évoluent, c'est la famille. Donc faire partie de la famille, être un membre associé, à qui on donne un rôle, à qui on fait confiance, mais c'est tout ce dont ils rêvent, en fait. Ils n'ont pas d'autres ambitions quand ils sont petits que ça, quoi. D'être avec papa, maman, les frères et sœurs, et puis d'être partie prenante de cette aventure familiale. Et puis c'est ce qui va les aider après à être aussi un membre actif de la société. Si on leur donne des choses à faire, s'ils savent qu'ils sont capables, après c'est souvent les enfants Montessori, après ils sont souvent un peu pas mal impliqués dans la société. Ils sont dans des associations, ils sont actifs, quoi. C'est des enfants qui savent qui ont confiance en eux, qui savent qu'ils ont des capacités, puis qui ont aussi envie de faire bouger les choses et tout ça. Donc voilà. Ça commence tout petit. Ouais. Et en parlant d'école Montessori, est-ce que tu veux nous dire un mot rapidement sur l'école volontiers. Ouais. Et c'est une école que j'ai créée et ouverte à la rentrée dernière, là, en août 2022, qui se situe à Grand-Lancy, dans le quartier de la Chapelle. Donc on a de la chance que c'est un quartier fabuleux, avec de la verdure partout. Donc on est entouré de pelouses, d'espaces verts pour les enfants. Donc dès qu'on sort de l'école, on a l'embarras du choix sur les endroits où on veut aller. Et puis on a aussi quelques encablures, la Drise, donc une petite rivière. Donc tous les vendredis matins, on fait la Forest School. Donc on fait l'école du dehors, on va dans la forêt, au bord de la rivière. Et c'est une autre façon d'apprendre. Donc on va aussi faire du graphisme avec des bâtons dans le sable au bord de la rivière. On va faire des mathématiques en comptant des feuilles, des cailloux, etc. On a fait du land art. On fait des parcours sensoriels. Enfin, on fait plein de choses. Et puis aussi, il y a du jeu libre qui leur permet de développer plein de compétences sociales, où ils vont faire des cabanes ensemble, des bateaux, enfin voilà, là c'est l'imagination qui prend le dessus. Et puis nos élèves, donc c'est une classe de 3-6 ans. Nos élèves, ils sont vraiment à cet âge où ils ont besoin aussi de développer leurs compétences sociales.
de savoir partager, et s'exprimer, travailler ensemble. Et donc tout ça, c'est des occasions fabuleuses. La Forest School, c'est en particulier, ça leur donne cette occasion d'être en collaboratif et que chacun trouve sa place. Voilà, donc ça c'est chouette. Et puis du coup c'est une école qui est ouverte du lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 16h. Et puis on offre aussi du parascolaire en anglais, qui est ouvert aussi à l'extérieur, aux enfants extérieurs, donc de 16h à 18h tous les jours. Et puis on offre aussi un Wednesday Club, pareil, pour les enfants de l'école et pour l'extérieur, donc un peu avec des principes Montessori. Donc il n'y a pas forcément le matériel Montessori, mais c'est l'esprit Montessori. Comme on l'a dit, on peut faire aussi du Montessori un peu différemment, pas forcément avec du matériel, surtout pour tout ce qui est extrascolaire, où on fait beaucoup d'activités créatives, plein de bricolage et tout ça, et c'est en anglais. Donc voilà, pour leur permettre d'apprendre l'anglais. Et l'école Montessori Happy Kids est bilingue. Donc il y a dans la classe tout le temps une enseignante francophone, une enseignante anglophone. Chacune s'adresse aux enfants dans sa langue. Et ce qui fait que les enfants apprennent un peu par immersion. Voilà, progressivement, ils apprennent les 2 langues en même temps. Et c'est assez fabuleux de voir que voilà, des enfants qui arrivent en début d'année, qui ne parlent pas du tout, par exemple l'anglais. Là, maintenant, on voit, ils comprennent tout. Ils commencent un peu à dire leurs premiers mots, donc ça va à une vitesse folle. Hein. Et c'est vraiment le fameux esprit absorbant dont parlait Maria Montessori. Et il faut en profiter. Ouais, ça va très vite, hein, par immersion. Voilà, ils apprennent des choses, des tonnes de choses. Et puis, c'est aussi, moi je trouve, le bilinguisme à cet âge-là, c'est génial parce que c'est aussi une autre culture qu'ils apprennent. C'est-à-dire, on va lire des livres en anglais, et les livres en anglais sont un peu différents des livres en français. Et, enfin, voilà, on va leur faire découvrir aussi les pays où on parle anglais. Enfin, voilà, il y a les comptines qu'ils apprennent en anglais. Donc, ils ont accès tout de suite à cette double culture et c'est super riche. Et puis, c'est un beau cadeau pour l'avenir parce que l'anglais, c'est quand même une langue utile au quotidien. Et donc là, sans s'en rendre compte, ils l'apprennent, en plus avec le bon accent, enfin, voilà, sans faire d'efforts. Donc, c'est déjà c'est un beau cadeau à leur faire, le bilinguisme à cet âge-là. Ouais. Non, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci Ludivine. Ouais, merci à toi, c'était un plaisir.